Il fut un temps où certains noms signifiaient vraiment quelque chose. On économisait pour se les offrir, on les portait comme un symbole. Aujourd'hui, certains finissent en solde, d'autres ont déposé le bilan et quelques-uns ne sont plus qu'un logo imprimé sur des produits sous-traités, vendus au même prix que lorsque l'artisanat était authentique. Burberry vient d'annoncer une chute de 17% de son chiffre d'affaires, 66 millions de livres de pertes et 1700 licenciements. 7 marques de luxe ont perdu le fil. 5 méritent encore chaque centime. Voici toute l'histoire. Les noms que les hommes convoitaient ont discrètement changé. Certains ont disparu, d'autres perdent des fortunes. Certains ne sont plus qu'un mot célèbre apposé sur un produit fabriqué au rabais par une usine sans aucun lien avec la maison d'origine. Le plus cruel, c'est que le prix, lui, n'a pas bougé. L'héritage est parti, mais la facture est restée. Le vrai luxe n'a pas disparu. Il s'est replié vers les maisons qui possèdent encore leurs ateliers et cousent toujours à la main, pendant que les grands noms épuisaient leur réputation. Le prestige a quitté les logos pour rejoindre les ateliers. La plupart des hommes ne l'ont pas remarqué, car les ateliers ne font pas de publicité. Voici les 7 qui ont chuté. Burberry mérite d'ouvrir le bal. La maison qui a inventé le trench coat, perfectionné la gabardine et fait de son motif écossais l'un des plus reconnus au monde. Pendant presque toute son histoire, un trench Burberry valait vraiment la peine d'être gardé des décennies. Puis, les chiffres ont basculé. Pour l'exercice clos en mars 2025, le chiffre d'affaires a chuté de 17% pour atteindre environ 2,5 milliards de livres. L'entreprise a basculé vers une perte avant impôt de 66 millions de livres contre un bénéfice de 383 millions l'année précédente. Environ 1700 postes, soit 20% des effectifs, sont supprimés. Le nouveau directeur général, Joshua Schulman, recentre désormais la marque sur son héritage, le trench, loin du battage médiatique autour du logo et des hausses de prix qui ont fait fuir les clients. Un sac à main à 4 000 $, c'est parier que le nom seul justifie le prix. Burberry a fait ce pari et a perdu. Le trench a toujours été son véritable atout. Ted Baker, à son apogée, était une excellente marque. Un label britannique élégant, abordable, avec un vrai style maison. Puis, elle s'est étendue jusqu'à l'oubli. En 2024, les exploitants de la marque se sont effondrés. La branche nord-américaine a déposé le bilan en avril. La liquidation a frappé les 31 magasins américains et 9 au Canada. Les activités au Royaume-Uni et en Europe ont également été placées sous administration. Ce qu'il reste, c'est un nom exploité via la vente en gros et les licences. La marque avec ses propres boutiques et son propre point de vue, c'est fini. Ce n'est pas une marque qui est devenue bas de gamme. C'est une marque qui a cherché la croissance jusqu'à en perdre son identité. Hugo Boss, dans les années 80 et 90, représentait l'autorité de la coupe allemande. Le prestige était bien réel. Aujourd'hui, la marque côtoie n'importe quelle enseigne de centre commercial et une grande partie de ses costumes sont thermocollés. L'entoilage est collé au tissu plutôt que cousu main. Quand cette colle lâche après quelques nettoyages, le buste gondole et fait des bulles. La veste est foutue. Ce décollement est irréparable. À l'inverse, une veste entièrement entoilée possède une structure flottante en laine et crin de cheval qui s'adapte au corps et dure des décennies. L'homme des années 80 qui économisait pour un costume Boss s'offrait une vraie pièce de prestige. Celui qui achète la même marque aujourd'hui n'achète plus qu'un souvenir. John Varvatos a fait ses armes chez Ralph Lauren et Calvin Klein avant de créer un véritable moment de luxe rock'n'roll dans les années 2000. Du cuir, des coupes ajustées, des guitares dans les pubs. Puis, la mode est passée. En mai 2020, l'entreprise a déposé le bilan avec plus de 140 millions de dollars de dettes. Le nom survit via de nouveaux propriétaires, mais son impact culturel a disparu. Une marque bâtie sur une simple image n'a aucun héritage artisanal sur lequel s'appuyer quand le vent tourne. Perry Ellis, lui, est mort en 1986. Le créateur a disparu il y a près de 40 ans. Ce qui porte son nom aujourd'hui n'est qu'une opération de licence, un nom célèbre apposé sur des produits sans aucune implication du fondateur original. Ce prestige a été bâti par un créateur influent au début des années 80 et la marque surfe sur ce souvenir depuis lors. Il n'y a plus d'atelier, plus d'esprit créatif pour imposer un style. C'est juste un nom possédé comme un actif, licencié partout où il peut encore faire vendre. Le logo a survécu à l'héritage pendant 40 ans. True Religion a défini le denim haut de gamme au milieu des années 2000. Les coutures contrastées, le logo en fer à cheval et ce prix qui criait que vous aviez les moyens. Puis le look est passé de mode, le prestige s'est évaporé et en 2020, l'entreprise a déposé le bilan. Ce qu'il en reste se trouve surtout dans les centres commerciaux et les outlets. Le produit n'a jamais valu 300 $ en termes de fabrication. Il valait 300 $ de hype
et la hype est la denrée la plus périssable que l'argent puisse acheter. Un jean selvedge bien fait par un fabricant honnête, tissé sur un métier à navette, durera plus longtemps et sera plus performant que le meilleur des True Religion, pour moins cher. Brooks Brothers est l'héritage le plus profond de cette liste. Fondée en 1818, c'est la plus ancienne marque de vêtements en activité aux États-Unis. Elle a inventé le costume prêt-à-porter, popularisé le col boutonné et habillé des présidents comme Lincoln, Roosevelt et Kennedy. En juillet 2020, elle a déposé le bilan. Rachetée par Catalyst Brands, un groupe né en 2025 de la fusion entre Spark et J. Spenney, la marque existe toujours, mais ses produits n'ont plus forcément la qualité qui a fait sa renommée. Certaines pièces restent correctes, comme la ligne Black Fleece ou les articles fabriqués aux États-Unis qui témoignent d'un vrai savoir-faire, mais l'étiquette n'est plus une garantie en soi. Il faut désormais vérifier chaque vêtement au cas par cas. Pour une maison bicentenaire, c'est là qu'est la vraie perte. Voici maintenant les 5 marques qui méritent encore leur réputation. Ermenegildo Zegna est la définition même du luxe traçable. C'est une maison totalement intégrée qui possède ses propres filatures, comme l'Anificio Zegna, Bonotto ou Pettinatura di Verone. Elle contrôle tout, de la fibre brute au filage jusqu'au costume fini. En achetant du Zegna, vous payez pour un tissu que la maison a fabriqué elle-même, à chaque étape, dans ses propres ateliers. Zegna classe ses tissus par numéro, super 120, 150 ou plus, selon la finesse de la fibre de laine. Comptez plusieurs milliers d'euros pour un costume, en sachant que ce prix reflète la qualité de la manufacture et non le marketing. Brioni, de son côté, représente le sommet de l'influence napolitaine et du Made in Italy. Un costume Brioni entièrement fait main demande entre 20 et 30 heures de couture par des maîtres tailleurs. L'entoilage est piqué à la main, les revers sont roulés à la main et chaque vêtement est sculpté pour un corps humain plutôt que pour un cintre d'usine. Voilà pourquoi un costume Brioni coûte le prix d'une petite voiture et pourquoi il les vaut pour l'homme qui comprend ce qu'il a entre les mains. Brioni gère même sa propre école de couture, la Scuola di Alta Sartoria, pour former la prochaine génération de maîtres tailleurs, car ce savoir-faire est devenu si rare qu'il exige une préservation active. Canali représente le juste équilibre pour du vrai sur-mesure italien. C'est une maison familiale, toujours dirigée par la famille et non par un grand groupe, qui fabrique en Italie de véritables costumes entièrement entoilés, avec un plastron cousu flottant qui s'adapte et dure dans le temps. Le prix d'entrée tourne autour de 2000 à 2400 $. Comparez cela à une marque déchue qui facture le même prix pour une veste thermocollée surfant sur un nom qui s'efface. Canali fabrique ses costumes dans ses propres usines italiennes depuis 1934. Plus de qualité, moins de taxes sur le logo. Brunello Cucinelli travaille depuis Solomeo, un village médiéval restauré en Ombrie. La qualité et l'éthique y sont bien réelles, ce qui est plus rare qu'on ne le pense. Cucinelli a bâti sa maison sur du cachemire de premier choix et une philosophie qu'il appelle le capitalisme humaniste, utilisant les profits du luxe pour verser des salaires généreux, restaurer le village et traiter avec dignité ceux qui fabriquent ces produits. Ce cachemire provient principalement des meilleures chèvres de Mongolie et de l'Himalaya. Ces fibres longues et fines créent un pull doux comme de l'eau tiède, capable de durer 20 ans sans boulocher en une saison. Ici, le prix reflète la matière et le travail, pas un logo. Oxford Clothes, fabriqué à Chicago, propose l'un des prêt-à-porter les plus artisanaux d'Amérique. Une veste passe par plus de 160 étapes distinctes. L'entoilage, le col et les revers sont montés à la main. Le pressage seul nécessite des dizaines d'opérations, la finition manuelle prenant à elle seule plus d'1 heure. Les prix démarrent autour de 4000 $, sans logo tape à l'œil ni campagne de pub mondiale. Oxford a habillé des présidents et des capitaines d'industrie pendant plus d'un siècle, tandis que des noms plus bruyants faisaient la une des magazines. C'est le tailleur des tailleurs, le costume respecté par tous les autres fabricants. La logique sur ces deux listes est la même. Les 7 marques déchues ont vendu leur nom et laissé la qualité se dégrader. Les 5 marques dignes ont préservé leur savoir-faire et sont restées discrètes. Regardez l'entoilage, pas l'étiquette du col. Regardez la provenance du tissu, la construction, les heures de travail manuel. Un nom célèbre n'a jamais garanti que l'artisanat était toujours présent. Pour 7 d'entre elles, il a disparu. Pour les 5 autres, il n'est jamais parti.